de vous retrouver ce soir, samedi 27 mars. On en a parlé depuis le début d'année, ça y est, c'est le dénouement de ce grand événement qui est le premier prix littéraire organisé par la Maison de la Presse de l'Essac. Et vous, chers lecteurs, chers clients, qui avez choisi le livre qui vous a le plus marqué, le livre qui vous a plu. On va pouvoir donc donner le premier lauréat qui a gagné ce prix littéraire 2021, le prix des Phalanges. On va aussi tirer au sort la personne qui sera à mes côtés pour le prix des Maisons de la Presse à Paris. Ça va se dérouler tout au long du mois d'avril et le mois de mai. Voilà, deux grands moments forts de cette émission. On a voulu appeler ça une émission parce que ça va durer, parce qu'il va y avoir plein de surprises. On va commencer tranquillement. J'espère que vous êtes nombreux derrière vos écrans. J'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à faire remonter vos commentaires à la régie. Il me fera des signes, et si jamais on a des remontées, si on peut passer quelques remarques de votre part, on va avoir des interlocuteurs avec nous. Je vous ai promis depuis quelques semaines de nombreuses surprises. La première surprise, c'est la présence à mes côtés d'un auteur aveyronnais. Nous avons décidé, car effectivement dans les 5 finalistes qui étaient en course pour le prix des Phalanges, il n'y avait volontairement pas de livres et d'auteurs aveyronnais pour ne pas fausser les voix, fausser les votes. Alors on a voulu mettre à l'honneur ces auteurs aveyronnais qui ont une importance capitale dans nos rayons de librairie. Je pense à M. Daniel Cross, je pense à M. Dupin, M. Béteil, Françoise Besse aussi, tous ces gens, et j'en oublie sûrement, qui ont des romans sur notre très beau département. On a voulu un parrain pour cette émission des Phalanges 2021, pour ce prix des Phalanges. Et j'ai le plaisir ce soir d'accueillir à mes côtés M. Louis Mercallier. Bonsoir M. Louis Mercallier. On a installé 2 fauteuils justement pour qu'on soit à l'aise tous les deux tout au long de la soirée. Donc Louis, bonsoir, vous pouvez peut-être prendre le micro qui est à côté. Merci en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. Louis, je suis ravi de vous accueillir ce soir. Eh bien, merci Jérôme, c'est très agréable de venir dans cette petite cité aveyronnaise, l'Essac, qui est déjà très célèbre par sa foire. Merci Louis en tous les cas d'être à mes côtés. Alors, vous êtes nombreux, je pense, à connaître Louis Mercallier. Il nous vient en voisin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais donner un petit peu un petit morceau de sa biographie, sinon je crois qu'on en aurait pour toute la soirée, tellement Louis Mercallier a participé à de nombreuses recherches, de nombreuses choses. En tous les cas, Louis Mercallier, vous venez de ce très joli village de Sainte-la-Lidotte, un des plus beaux villages de France, qui est aussi sur le territoire des Cosses à l'Aubrac, le même territoire que nous à l'Essac. On est vraiment des voisins, Louis, donc ça me fait plaisir de vous accueillir. Vous êtes né dans les contreforts de l'Aubrac, c'est le Nord Aveyron. Sur le Lot, sur les berges du Lot. Les berges du Lot avec un papa tonnelier, c'est ça? Absolument, oui. Mon père a été le dernier tonnelier de l'Aveyron. Expliquez-nous un petit peu ce métier qui a disparu. Eh oui, c'est un métier qui a disparu. J'essaye de le faire vivre un petit peu parce que j'ai conservé les outils, j'ai conservé l'atelier et cela me permet parfois de retrouver les gestes d'autrefois que je puis transmettre d'une façon ou d'une autre. Voilà, une petite parenthèse par rapport à ce métier. Vous avez eu de nombreuses références, vous avez été aussi chevalier des arts et des lettres, enfin des récompenses. Vous êtes conférencier, vous êtes historien. Alors historien, moi de suite je pense à Marie Talabot, ce magnifique ouvrage qui est déjà à nouveau réimprimé parce qu'il a été épuisé à de nombreuses reprises. Oui. Marie Talabot, vous pouvez nous en dire un petit mot pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas? Oui, Marie Talabot, c'est une histoire vraie évidemment, une histoire qui concerne une petite fille qui est née dans une famille très pauvre sur les bords du Lot. Et elle a eu le malheur de perdre sa maman à l'âge de 5 ans, elle s'est retrouvée à l'orphelinat. Mais dès 8 ans, elle a dû travailler à l'usine, où elle gagnait 20 centimes pour 14 heures de travail par jour. Et à 15 ans, elle est partie en sabot à Marseille, ne part en guerre que patois, faire la bonne à tout faire dans une grande famille marseillaise, les Freycinés. C'est là-bas qu'elle a rencontré Paulin Talabot, ingénieur, polytechnicien, qui mettait en route les premiers chemins de fer en France.
C'est lui qui a créé le fameux PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée. Et lui, il a remarqué les qualités de cette petite borne, il l'a pris à son service à Nîmes, où il avait ses bureaux. Et à son contact, elle a acquis les bonnes manières, elle a appris à parler convenablement le français, couramment l'anglais, l'italien, quelques mots de russe. Et petit à petit, bien qu'elle soit mineure et bien que lui ait 23 ans de plus, ils sont devenus amants et maîtresses. Il faut dire que lui était Saint-Simonien. Vous savez, les Saint-Simoniens étaient contre le mariage et pour la liberté sexuelle. Ils sont donc restés ainsi pendant plus de 20 ans sans être mariés. Ils sont partis à Paris, rue de Rivoli, cette petite borne née dans le ruisseau, recevait les plus grands, comme Gambetta, Haussmann, le comte de Lille, Savonnière de Brazac. Mais lorsqu'elle revenait à Saint-Geniès-d'Olt, donc sa patrie, elle a été d'une charité époustouflante, et bien malgré cela on l'insultait. On l'a traitée de grande horizontale, de dégrafée, danseuse de cirque, synonyme de prostituée, parce qu'elle vivait avec quelqu'un sans être mariée. Alors, Louis, on ne va pas dévoiler tout le roman. Ah, voilà. On va dire qu'aujourd'hui, Marie Talabot, elle domine Saint-Geniès avec sa statue. Hein, on a une statue absolument, oui. qui domine la cité des Marmots. En tous les cas, voilà, ceux qui ne connaissent pas cette histoire, elle est magnifique. Elle est à découvrir en librairie, en livre de poche. Voilà, c'est un fait de vos écrits, parce que vous avez beaucoup d'autres romans à votre actif. On va parler de votre actualité tout à l'heure. On va commencer, parmi les événements de la soirée, le tirage. Vous êtes nombreux à attendre de savoir qui va venir à mes côtés dans le jury du prix des maisons de la presse au niveau national, aussi bien pour les lectures que pour la délibération. C'est vous, Louis, qui allez tirer au sort un des tickets. Alors tous ces tickets, ce sont, on n'a pas l'impression, hein, mais ils sont très nombreux. Ce sont vos votes, vous, les clients et les lecteurs qui avez choisi le roman qui sera le prix des Palanges 2021. Donc tous ces tickets, on les a bien comptés, on les a mélangés. Louis va tirer un ticket. Je vais vous demander de rester très attentif et surtout de vous rapprocher de votre téléphone, parce que si vous êtes tiré au sort, on va vous appeler là, maintenant, en direct. On va prendre le temps de faire l'appel et de vous annoncer la bonne nouvelle. Donc, on n'a pas trop envie de tomber sur la messagerie. Essayez d'être près de votre téléphone. Regardez que la batterie soit bien chargée. Louis, la main, elle va se glisser dans ce petit bocal. Allez, je vous laisse procéder au tirage. Bien, je vais déjà faire pénétrer la main là-dedans, mais je remue et je regarde ailleurs. Hein, c'est une main innocente. Ça c'est une main innocente. Oui. Voilà. Jérôme. Alors, ça y est. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un, voilà, qu'on n'est pas deux. Ouais. Qui va être à mes côtés pour participer à cette expérience unique et exceptionnelle? Ah ben, j'ai le plaisir d'annoncer la gagnante, c'est Anne Arasat. Anne Arasat, alors, une commerçante du village. Alors, je suis ravi. Anne, j'espère que tu nous suis, parce que ton téléphone va sonner dans un instant. On va s'asseoir, tiens, Louis. Oui, oui, mais d'accord. Je les avais mis, mais pas que pour faire la déco. Voilà. Hein, on va rester un petit moment ensemble, tous les deux, ce soir, parce que des événements et des surprises, j'en promets plein, moi. Donc, on s'assoit tranquillement, le temps que je compose le numéro de Anne, en espérant qu'elle est derrière son écran, qu'elle nous suit depuis le début de l'émission. Allez, pas d'erreur. Anne, es-tu là? C'est parti. Allô? Oui, Anne? Oui. Bonsoir, c'est Jérôme à la Maison de la Presse à Lessac. Oui, bonsoir Jérôme. Alors, je ne sais pas si tu es en train de nous suivre en direct sur notre page Facebook de la Maison de la Presse. Oui. Donc, tu as peut-être vu que M. Louis Mercadier, qui est notre parrain pour cette édition 2021, vient de faire le tirage. On avait promis à un de nos clients, un de nos lecteurs, d'être à mes côtés dans le jury du prix des Maisons de la Presse. Eh bien, c'est ton ticket qui est sorti parmi le nombre assez conséquent de tickets. Tu as la chance de pouvoir vivre cette expérience avec moi. Allez, je te laisse faire une petite... tu es en direct avec nous là, hein, donc on t'entend au niveau
au niveau de la retransmission. Je te laisse faire un petit commentaire. Écoute, c'est ce que tu vois, j'avais dit avec Blanc que je me préparais à venir en Paris avec toi, mais voilà, c'était, je suis prête, les valises sont prêtes, mais bon, pour le moment, ça sera un peu compliqué. Je suis très contente et franchement, je te félicite pour toute cette organisation et toute l'animation que tu fais dans notre village. Sur les Sylvie, c'est vraiment super. Je suis ravie. Écoute, dans tous les cas, tu avais voté pour Rivage de la colère de Caroline Doran. Je crois que tu as découvert des ouvrages grâce à ce prix littéraire. Tu peux nous en dire un petit mot de cette expérience, le premier prix littéraire à l'ESSAC? Par rapport au livre, tu veux que je parle? Oui, éventuellement, le livre que tu as préconisé toi, c'était Rivage de la colère. Oui, parce que c'est vrai que je suis assez intéressée par tout ce qui touche au Tony et surtout, bien sûr, après, tout ce qui est les personnes indépendantes, ça m'a beaucoup touché. Par ce qui se passe des jeunes filles, et ça m'a beaucoup touché. C'était très sympathique. Bon, ça t'a permis de passer un bon moment de lecture en tous les cas. Tout à fait. Alors en deux mots, qu'est-ce qui va nous arriver à tous les deux? Eh bien, depuis le 1er janvier, je suis dans le jury donc, du prix des maisons de la presse, comme c'était le cas en 2019. Nous avons eu une sélection de 20 ouvrages. Parmi les 20, on en a choisi 4 ou 5 ici au magasin pour les lire, pour les juger justement. On a donné nos notes, on a dit celui-là est potentiellement en concurrence pour devenir le prix des maisons de la presse, ou celui-là non, n'a pas d'intérêt. Début février, il n'y en avait plus que 14, et là, à partir de début avril, c'est là que tu rentres dans le jury à mes côtés. On va connaître les 6 finalistes pour le prix des maisons de la presse 2021. Donc on va faire les lectures des 6 livres. Hein. Alors, tu vas demander à Florent de te libérer un petit peu de temps parce que c'est souvent 5 jours pour un bouquin, hein, puisqu'on aura à peine 30 jours pour lire les 6 ouvrages. Ensuite, on échangera tous les deux nos opinions et à partir de là, on va décider. Alors, elle a coupé, Anne, on va essayer peut-être de la rappeler. Mais c'était pour expliquer simplement voilà, que on va échanger tous les deux et puis on va trouver la personne que l'on va défendre, le livre. Souvent, c'est le prix des maisons de la presse. Il faut savoir que c'est un prix qui permet de faire découvrir des auteurs. Donc, c'est des auteurs souvent méconnus. Oui, je crois qu'on a été coupé. Oui, ça passe pas bien, les cantons. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est simplement pour dire, on va lire assez attentivement les 6 ouvrages et puis après on échangera et on décidera parmi les 6 lequel on va défendre nous à Paris, en espérant pouvoir le faire en réalité dans la capitale, mais sinon on fera ça en visioconférence. De toute façon, Anne, on tiendra tous les auditeurs au courant, on informera de nos lectures et puis on fera partager notre expérience. J'espère que tu es ravi en tous les cas. Oui, je suis ravie, je suis très contente, tu vois, je te l'avais dit, j'avais dit à Sylvie, tu verras, on partira tous les deux avec Jérôme à Paris, et puis voilà, c'est arrivé. Bon. Et je vois qu'il lit beaucoup, je suis vraiment ravie, je te remercie, je suis très contente. Bon, mais c'est nous qui te remercions, Anne, et je tenais aussi à remercier tous les gens qui ont participé aux lectures du prix des Palanges, tous mes clients, parce que évidemment, on a eu la chance déjà d'obtenir un accord au niveau de l'organisation à Paris pour avoir un client à nos côtés ou une cliente. Donc voilà, on a fait une heureuse ce soir. Pour les autres, merci en tous les cas à tous. Anne, je te remercie de ta fidélité et je te dis à très bientôt. Merci à toi, merci à Sylvie et à très bientôt. Je suis très contente, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, ça y est, on sait qui va m'accompagner dans les lectures du prix des maisons de la presse au niveau national. On va continuer, Louis, on va continuer notre soirée. On va parler un peu de votre actualité. Votre actualité, c'est un très beau roman qui est dans les rayons depuis quelques semaines. C'est pour ma sœur. Alors pour ma sœur, je vais en dire 2 mots. Voilà, c'est ce magnifique roman. Pour ceux qui n'ont jamais lu des romans, c'est des éditions de Boré. C'est l'histoire de cette jeune fille, on est dans les années 1940, qui décide à l'âge de 15-16 ans d'aller gagner sa vie. Et puis elle se fait embaucher dans la cité de Saint-Geniès, dans un couple assez aisé. Bon, après malheureusement l'un décède, elle doit travailler dans la culture de la fraise, parce qu'à l'époque, la culture de la fraise, c'était une activité très importante dans la cité des Marmots. Et un jour, elle décide de revoir sa maman. Hélas, elle apprend que celle-ci s'est suicidée. Alors là, on ne va rien dévoiler, Louis, mais on ne sait pas trop en fin de compte ce qui s'est passé. Mais elle apprend aussi qu'elle a une petite sœur.
et qui serait passée dans un couvent sur l'Aubrac. Malheureusement, elle ne pourra pas la rencontrer. Malheureusement, c'est là que vous mettez en lumière un fait historique qui est bien réel. C'est ce trafic d'enfants entre la France et l'Espagne de Franco. Voilà, moi, c'est mon résumé, Louis, mais je pense que vous allez peut-être en parler mieux que moi de ce roman. Comment il vous est venu? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce bel ouvrage? Eh bien, merci Jérôme. C'est tout simplement que actuellement, c'est bien un problème qui surgit finalement. On commence à en parler. Il y a eu un film espagnol à cet effet. Et c'est vrai que là, c'est une petite fille qui va être volée dans un couvent de l'Aubrac. Et vous savez que à cette période, on volait des enfants. C'était au lendemain de la guerre d'Espagne, donc qui s'est terminée en 1939. Et à partir de là, on a volé des tas d'enfants. Certains historiens parlent jusqu'à 30 000 enfants qui auraient été volés, et pour initialement donc les confier aux familles franquistes, de façon à les élever dans cet esprit. Et c'est vrai que dans ce couvent, justement, c'est une petite fille qu'on va récupérer suite à un drame, on va dire. On va récupérer cette petite fille et puis on va l'envoyer d'orphelinat en orphelinat jusqu'en Espagne, jusqu'à Pampelune, où elle va être durement châtiée. Vous savez que ça ne rigolait pas dans ces orphelinats qui étaient maintenus par des religieuses. Mais parallèle à ça, il y avait une autre sœur qui était plus grande, mais qui était déjà partie dans la vallée du Lot, et notamment à Saint-Geniez-d'Olt. Et c'est vrai que là, cette gamine, qui était très intelligente, a appris déjà à faire la bonne à tout faire. Et puis elle a été accueillie, on va dire, chez un médecin qui était vraiment très brave, qui était apprécié par la population. Et elle va grandir, elle va devenir encore plus adulte parce qu'elle n'était qu'une petite adolescente au départ. Et elle va être en quête de rechercher sa petite sœur parce qu'elle va apprendre justement que cette petite sœur a été volée. On lui a dit qu'elle était morte, on lui a dit plein de choses, mais tout ça, il n'y a jamais cru. C'était une fille volontaire, une fille qui voulait vraiment retrouver sa petite sœur. Et la petite sœur de l'autre côté, eh bien aussi, elle va faire son chemin. Mais c'est toute une histoire. Voilà, on n'en dira pas plus, on va laisser découvrir nos chers et fidèles clients ce nouvel ouvrage, Pour ma sœur, aux éditions de Boré. Juste un petit mot sur ce trafic d'enfants qui a été bien réel dans les années. Alors ça a démarré quand? Quand est-ce que ça s'est terminé? Alors comment dirais-je, ce départ a eu lieu à partir de 1939, au lendemain de la guerre d'Espagne, et cela donc, comme je le disais tout à l'heure, pour les confier à des familles franquistes, de façon à ce qu'ils soient élevés dans cet esprit. Mais très rapidement, c'est devenu une affaire lucrative. Et il est certain qu'il y a eu beaucoup de personnes influentes, puis des personnes riches aussi, qui ont baigné dans ce trafic. Il y a même eu l'Opus Dei, il y a eu des médecins, il y a eu des notaires, des avocats, des couvents aussi qui étaient baignés dans cette chose-là. Voilà, si vous voulez tout savoir sur cette histoire, il y a des recherches, et c'est vrai que ça va être encore mis en lumière, je crois, il va y avoir des articles, on va parler de ça un peu plus en détail à l'avenir. Moi, je ne connaissais pas ce point d'histoire. En tous les cas, ça s'est terminé à quelle période ensuite? Eh bien, vous savez que ça a perduré parce que ça s'est terminé, on va dire, en 1980. Donc, c'est tout récent. Oui, et c'est pour cela que l'autre sœur, donc, elle va participer à la récolte de la fraise. Et la fraise, c'est quelque chose de très important dans la vallée du Lot. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui quand même, parce qu'effectivement, si on va sur Saint-Geniez ou sur la vallée du Lot, on voit très peu de producteurs. Eh oui, ben absolument, tout est tombé en désuétude là-dessus, mais il faut savoir que c'est une histoire qui avait perduré à peu près un siècle. Hein, pendant un siècle, on a sorti des tas et des tas de fraises, jusqu'à plus de 50 tonnes par jour. Oui, c'était une grosse activité. Ah oui, tout était planté du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, dans cet ouvrage, je parle de cette culture de la fraise, parce que l'une des sœurs, justement, a voulu absolument s'intéresser à la fraise. C'est quelque chose d'assez unique, on va dire.
Voilà, des sujets très intéressants. M. Mercadier serait intarissable sur ces sujets-là. Son actualité, donc, pour ma sœur, et aussi L'Ange Blanc, donc le roman qui est sorti l'année dernière, qui sort cette année en format poche. On a la chance, et ça c'est bien parce qu'on a souvent eu des ouvrages qui étaient épuisés ou en rupture, qu'on n'arrivait plus à se procurer. Marie Talabot, je vous l'ai dit tout à l'heure, est disponible. L'Ange Blanc, l'histoire de cette jeune fille qui rencontre un médecin et qui décide de se vouer en tant qu'infirmière aux soldats blessés. Là, on est pendant la guerre de 1914. Absolument. Là, on est en 1914. C'est tout simplement encore une fille de l'Aubrac. Vous voyez, l'Aubrac est plus riche qu'on ne le pense. Mais cette fille est malheureuse parce que justement, son papa s'est fait tuer à la guerre. Et elle veut participer à l'effort de guerre comme beaucoup de femmes l'ont fait à ce moment-là. Et elle va donc partir à Decazeville, travailler dans les usines pour faire des munitions. D'ailleurs, les ouvriers ne sont pas très gentils, évidemment, avec les femmes qui viennent travailler à leur côté, tout simplement parce qu'ils sont machos, puis qu'ils ne supportent pas qu'une femme gagne un salaire. Même si à travail égal, elle n'en gagnait que la moitié. Et cette fille qui s'appelle Pauline va donc là-bas être confrontée à ce travail. D'ailleurs, les ouvriers les appellent les munitionnettes ou les obusettes. C'est un terme très péjoratif, mais elle va rencontrer un médecin qui va lui dire « c'est bien aussi de soigner ». Et c'est là où elle va partir à la Salpêtrière à Paris, puis rejoindre le chemin des dames, où elle va être confrontée vraiment à la réalité de la guerre. Il est certain que c'était les poilus qui avaient donné ce nom à ces femmes qui venaient les soigner. C'est le début des toutes premières infirmières, et c'est vrai que ces femmes-là venaient sans connaissance spécifique, mais elles donnaient tout leur cœur, et ces poilus les appelaient les anges blancs, parce qu'ils voyaient un être pur et divin derrière leur blouse blanche. Voilà pourquoi ce titre... Encore une belle histoire et un beau roman aux éditions de Boré, donc disponible en livre de poche. Merci Louis pour toutes ces informations. On va passer aux choses sérieuses maintenant. On va pas tarder à vous dire qui est le lauréat du prix des Palanges 2021. Et oui, c'est ce qu'on attend tous et ce soir. Qui a gagné? David Fuenquinos, Olivier Norek, Peter May, Sylvie Baron ou Caroline Laurent? On a bien envie de le savoir parce que je peux vous dire que ça a été très très serré. Ça nous a fait très plaisir, en tous les cas nous à la Maison de la Presse, de voir vos retours parce que on avait un objectif quand on a lancé ce concours et ce prix littéraire, c'est de vous proposer 5 ouvrages totalement différents. Et effectivement, il l'était puisque chacun y a trouvé son compte dans les lectures qui étaient très très variées. On va pouvoir annoncer, Louis, qui est le lauréat du prix des Palanges 2021, premier prix littéraire organisé à l'ESSAC. Louis, je vous laisse le plaisir de l'annoncer. Non, il faudrait mieux que ce soit. Alors, c'est moi qui vais le faire parce que c'est un monsieur et que son nom n'est pas toujours facile à prononcer, surtout quand on le voit écrit, qu'on n'a pas forcément entendu parler, mais vous allez être nombreux à le reconnaître. C'est monsieur David Fuenquinos qui est le prix des Palanges 2021. David Fuenquinos avec la famille Martin. Voilà, on est 2 ou 3 dans le studio. Merci à la régie de vos applaudissements. En tous les cas, les 4 autres n'ont pas démérité. Je peux vous dire que ça a été très très serré jusqu'au bout. Ça se joue à quelques voix. Il fallait un vainqueur, c'est David Fuenquinos. On vous a prévu des surprises. Hein. On avait Louis qui n'était pas prévu, le monsieur Louis Mercadier, notre romancier aveyronais qui est là. On a eu le tirage au sort avec Anna Razat qui a été tiré au sort pour être à mes côtés pour le prix des Maisons de la Presse. Et là, on va vous faire une surprise et une très belle surprise. C'est-à-dire que David Fuenquinos, il va être avec nous dans quelques instants. On va l'avoir en direct. Et ça, j'en suis très fier. Alors, je suis peut-être un peu stressé parce que c'est quand même monsieur David Fuenquinos qui va être là à mes côtés. En attendant que la régie commence à travailler à la mise en place, on va parler de l'actualité des quatre finalistes parce qu'ils le méritent amplement. Ils ont été vraiment très proches d'obtenir le prix. Hein. Et puis, ils nous font tellement plaisir à chaque fois qu'ils sortent un nouveau roman. On va être galant, on va commencer par les dames. Le roman de Sylvie Baron, son nouveau roman. C'était donc Impasse des Demoiselles qui était en course pour le prix des Palanges en ce début d'année. Sylvie Baron, eh bien, elle nous propose une Miss pas comme les autres aux éditions Calman-Lévy. C'est quand même un très bel éditeur. Une Miss pas comme les autres. Eh bien, on est dans le Cantal, on est avec une jeune et jolie fille qui
qui a décidé de reprendre l'exploitation familiale, alors que son papa lui dit c'est peut-être pas ta place d'être à la tête d'une exploitation, mais si, elle a envie en plus d'être Miss Territoire, parce qu'elle a inventé que les territoires se disputaient et qu'on allait élire une Miss Territoire. Mais voilà, c'est une jolie fille, c'est une jeune fille, on est dans le milieu agricole, elle a plein de revendications, elle veut faire entendre sa voix, elle veut faire entendre la voix aussi des agriculteurs au plus haut, et on va lui mettre des bâtons dans des roues très très sévèrement. En tous les cas, c'est un très beau roman à nouveau que nous propose Sylvie Baron. Elle a eu les honneurs de Laurent Ruquier, elle était aux grosses têtes à RTL avec Laurent Ruquier pour la journée de la femme, justement, c'était le 8 mars. Elle a été présentée son ouvrage et Laurent Ruquier a été sous le charme de cette histoire, et ça tombait parfaitement bien pour la journée de la femme. Donc Sylvie Baron, déjà, on la retrouve en librairie. On continue ensuite avec Caroline Laurent. Alors vous l'avez découverte, elle était vraiment à deux doigts de remporter le prix parce que Caroline Laurent, elle a eu le prix des Maisons de la Presse en 2020 avec Rivage de la colère. C'est de l'histoire, c'est du roman, c'est des îles, la Réunion. C'était magnifiquement écrit. C'est pas pour elle le prix des Palanges cette année. Je suis persuadé que ça sera pour une année, pour les années à venir, les éditions, les escales. En tous les cas, je les remercie, comme je remercie tous les agents et tous les auteurs, parce que on vous a dit, Monsieur Franquinos, il va être là, mais n'importe lequel aurait été présent ce soir à l'écran. Donc ça, c'est un grand merci pour leur disponibilité. Je profite peut-être du couvre-feu qui fait qu'on les a plus facilement aussi à la maison et qui sont un peu moins en tournée. Donc Caroline Laurent, en tous les cas, elle a une actualité. Elle est en train d'écrire son 3e roman. Elle va encore mettre à l'honneur une femme, une dame qui sera à l'honneur, voilà, qui nous parlera du rapport à la création artistique. Voilà, c'est la trame de son prochain roman, mais il va falloir être patient avec Caroline Laurent parce que ce roman, il est prévu en août 2022. Voilà. Alors moi, je me suis déjà positionné, j'ai dit, allez ça, Caroline Laurent, il faut qu'elle vienne nous l'expliquer, qu'elle vienne nous le dédicacer. Voilà pour les dames. Pour les messieurs, donc il nous reste aussi Peter May. Alors Peter May, c'est pareil, ça a été une belle découverte. Moi, je le vends depuis des années, parce qu'aux éditions du Nuremberg, on a l'occasion de travailler en relation très, très étroite. Peter May, je l'avais lu, et c'est pour ça qu'un alibi en béton, j'ai voulu vous le faire découvrir. Ça a été une découverte pour un grand nombre d'entre vous, et tous ces ouvrages, on va les travailler de toute façon. Il a plein d'ouvrages en livre de poche, il a des trilogies, une trilogie écossaise entre autres. Et Peter May, il est déjà dans les rayons aussi, et vous avez dû en entendre parler parce que là c'est un phénomène. Il nous vient cette année en 2021 avec Quarantaine. Alors Quarantaine, c'est une histoire incroyable. Écrit en 2005, personne n'en veut. Aucun éditeur, il est refusé partout en 2005, c'était un peu la galère pour Peter May. Personne n'en veut, il le met dans des cartons et puis il fait sa carrière quand même grâce à sa trilogie écossaise, entre autres, qui lui permet de devenir l'auteur qu'il est aujourd'hui. Et puis l'année dernière, en Angleterre, Peter May est écossais et souvent sur l'Angleterre aussi, même s'il vit dans le Lot, qui lui donne une nationalité française. L'année dernière, en Angleterre, on lui dit, mais vous n'auriez pas envie d'écrire sur cette période sanitaire que l'on traverse? Et c'est là qu'il a dit, mais j'ai écrit en 2005 quelque chose, je l'ai dans les cartons, personne n'en voulait. Mais du coup, il l'a ressorti, il l'a pas retouché, pas retouché du tout. C'est l'ouvrage qui était fait en 2005, et cet ouvrage, c'est Quarantaine. Quarantaine, on est... et donc il écrit en 2005, il faut quand même imaginer que c'était très visionnaire, parce que on est à Londres, et un quartier de Londres est confiné. Déjà, il parle de confinement en 2005, parce que le virus est en train de sévir, tellement que le Premier ministre britannique décède, que l'on est obligé de créer des hôpitaux, de gros chantiers donc, sont mis en place au cœur de Londres, et dans un de ces chantiers, on découvre le corps sans vie d'un enfant. Voilà, ça c'est la trame du roman de Peter May. Voilà, Quarantaine, moi je vous le conseille, vous l'avez découvert, Peter May, on se régale à le lire. On a fait le tour, non, il nous en manque un, je crois, il nous manque un auteur là ce soir encore. Eh bien, je vous avais promis des surprises, et je vous l'avais dit, c'est une émission où on a des livres, où on a des auteurs, on les a avec nous, on les a en visio. On va essayer, parce qu'il nous manque qui là? Peter May, Caroline Laurent, Sylvie Baron, mais moi je dirais qu'il nous manque Olivier Noret. Alors vous savez quoi, Olivier, on va essayer de le joindre. J'espère qu'il est près de son téléphone. J'ai le plaisir de pouvoir le contacter. On avait longuement conversé quand en 2019 j'étais
à Paris pour défendre Surface, son roman policier. Allez, on va envoyer l'appel. On espère qu'Olivier est à l'autre bout du fil. Allez, on va espérer qu'Olivier est là. En tous les cas, il nous avait promis qu'il serait près de son... Oui, Olivier ? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, c'est Jérôme à la Maison de la Presse à Lessac. Comment allez-vous, Jérôme? Je vous m'accorder 10 secondes que je me prépare. Allez, bah oui, préparez-vous, parce que être en interview avec Jérôme de la Maison de la Presse à Lessac, c'est toujours un grand moment. Oui, c'est ça. 10 secondes. Allez, ça marche. Nous, on est là, on est bien, on est dans le studio. J'ai mon auteur aveyronais, Louis Mercadier, à mes côtés. On est en train de faire l'actualité de tous ces auteurs qui ont participé au prix des Palanges. Et on était arrivé à l'actualité de monsieur Olivier Norek, évidemment. Que voilà, qui est là, disponible. Déjà, Olivier, c'est mille merci d'avoir souhaité, bien voulu me répondre ce soir et être en direct avec tous les auditeurs. Bon, malheureusement, le prix des Palanges, Olivier, c'est pour David Fuenquinos. Voilà, ça a été très serré, tous les 5, pardon. Vous avez vraiment, ça s'est joué à très peu de choses, mais on a eu le plaisir, en tous les cas, de refaire découvrir Impact, parce qu'à l'ESSAC, en 2020, Impact, ça a été un succès phénoménal. Et grâce au prix des Palanges, les ventes d'Impact ont encore redécollé. Alors, Après, tout le monde n'est pas David Fuenquinos, enfin, je m'incline avec respect. Bon, et il nous fera le plaisir d'être en direct tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a voulu proposer 5 ouvrages totalement différents, et voilà, bon, alors, Olivier Norek, on le connaît, hein, c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop lire quand il était petit, je crois, au bac de philo quand même, hein. Et puis maintenant, je crois qu'on dit capitaine de police, c'est ça? Oui, je suis passé capitaine pendant le temps où j'étais en disponibilité, donc j'ai pas fait grand chose pour, mais je suis effectivement passé de lieutenant à capitaine. Ah bah, toutes nos félicitations, hein, donc toujours en disponibilité, donc, puisque auteur depuis 2013. C'est ça, auteur depuis 2013 avec Code 93, et puis après j'ai enchaîné avec un livre tous les ans et demi, 2 ans. Voilà, c'est ça, et dans cette fameuse trilogie où on retrouve le capitaine Coste, hein, on est dans la banlieue parisienne, on ressent bien les écrits d'un capitaine de police. On le retrouvera, le capitaine Coste, à l'avenir? Écoutez, je suis en train de réfléchir, mais le problème c'est que j'aime tellement ce personnage qu'à chaque fois que je trouve une enquête pour lui, il me regarde avec un regard un peu noir et il me dit est-ce que je suis vraiment sûr que cette enquête elle est bien faite pour moi? Est-ce qu'elle est à ma taille? Donc voilà, donc je suis un peu intimidé par le personnage que j'ai créé et je me retrouve maintenant à essayer de lui trouver une enquête qui serait à son niveau. Donc c'est pas mal de torture mentale ces temps-ci pour essayer de faire revenir le capitaine Coste. D'accord, donc après ça a été aussi Entre deux mondes. Alors nous, Entre deux mondes, moi ça m'a bouleversé. Tu es proche des sujets d'actualité, là c'était l'écologie. Avant c'était Entre deux mondes, et cette jungle de Calais où tu as pu pénétrer. On en est tous ressortis de cette lecture totalement bouleversés. Ben, c'est très facile de devenir responsable en fait des histoires de ces gens qui me faisaient l'honneur de me les offrir. Tout à fait. Est-ce que c'est pas un ouvrage qui mériterait peut-être une adaptation cinématographique? Non, il y a des projets sur ce livre Entre deux mondes? Alors sur Entre deux mondes, on est en train de finaliser la colonisation d'une bande dessinée et Entre deux mondes a été aussi optionné pour le cinéma, mais le fait est que si vous vous souvenez bien, ça commence en Syrie, ça passe par Beyrouth, on arrive en Libye, après ça passe en Italie, ça traverse l'Europe. Et puis après on arrive dans la jungle de Calais pour partir à Londres, donc ce serait un film international, et vous imaginez bien que s'il faut qu'on se tous ce soir à la maison à 19h, on n'est pas vraiment prêt à faire des films internationaux à travers le monde, donc il va falloir attendre la fin du Covid, ou en tout cas les vaccinations, pour qu'on puisse commencer à réfléchir à faire un film qui se passe sur plusieurs continents, et c'est exactement la même chose avec Impact. Impact a été optionné par la Gaumont, mais on a le même problème parce qu'Impact, ça se passe à Paris bien sûr, mais ça se passe aussi en Nouvelle-Calédonie, en Australie, en Inde, en Sibérie. Donc voilà, ces temps-ci pour la télé et le cinéma, ce qui est plutôt favorisé, ce sont les huis clos. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais, mais tout à fait. C'est vrai que les projets d'adaptation au cinéma, c'est un petit peu compliqué. Après, on a eu, nous, en Aveyron, alors on a eu Surface, et pour moi, ça a été vraiment une révélation, ce titre. Tu le savais, j'étais dans le jury du prix des Maisons de la Presse en 2019. On avait
On avait 6 livres à lire en 24 jours, donc c'était un bouquin tous les 4 jours. Et grâce à Surface, moi j'ai gagné une journée. Donc tellement je l'ai dévoré, ça m'a fait vraiment cet effet-là, je ne pouvais pas le lâcher. Voilà, cette héroïne qui est mutée à Decazeville, et cette histoire très prenante où ça rebondit sans cesse et il n'y a pas d'arrêt, vraiment le rythme est très soutenu. Oui, c'est un petit côté un petit peu cinématographique, c'est-à-dire que je suis pas très fan des grandes descriptions et j'ai surtout une phobie, c'est celle de l'ennui quand on lit, et donc je fais toujours en sorte d'imaginer mes histoires comme j'imagine aussi des scénarios de cinéma. Il ne faut pas de temps mort, il faut qu'il y ait de l'action tout le temps, mais il faut que derrière aussi ce soit tenu par des personnages qui soient assez riches pour être le bon vecteur pour nous faire traverser l'histoire, et puis aussi un sujet que j'appelle méta, c'est-à-dire un sujet soit politique, soit social, qui fait que c'est pas juste une enquête de police, c'est aussi par exemple dans Entre deux mondes, le mouvement migratoire européen, dans Impact, le défi climatique, et là dans Surface, ça parle un petit peu de l'acceptation de soi-même, parce que cette petite flic qui va arriver au commissariat de Decazeville, voilà, c'est une flic à qui on a tiré au visage et qui a perdu la moitié du visage. Donc voilà, c'est un travail sur l'acceptation, c'est un travail sur la superficialité des relations. J'aime toujours avoir un sujet qui m'élève un petit peu au-delà de la simple enquête de police. Oui, on avait l'impression d'être dans un roman avec une intrigue policière sur cet ouvrage-là. Et je crois que c'est d'ailleurs ce qui a fait un petit peu la différence quand j'étais moi à Paris avec mes collègues Maison de la Presse, où beaucoup de personnes ont retrouvé, voilà, dans ce roman, on touche tout public, on a envie de le dévorer. Il n'y avait rien de trop difficile à lire, mais c'était vraiment très très bien écrit, très rythmé. Et bon, j'ai eu le plaisir, on en discutera, j'espère, de vive voix, mais de prendre la parole en premier, en plus, moi tout seul, d'Occitanie, qui arrive à Paris. Et voilà, j'ai pu défendre âprement avec ce barrage que tu as retranscrit, toi, du côté de Decazeville, et toute cette mise en scène qui était magnifique en tous les cas. Merci beaucoup. Je me souviens effectivement que j'étais pendu à mon téléphone à la veille de ces prix de Maison de la Presse, et que j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir, et surtout que ce soit toi qui me le dise quand ça a été autorisé, évidemment. Bien évidemment. Que ce soit quelqu'un du département qui m'annonce ça, ça a été un grand honneur et un grand bonheur. On va venir sur Impact. Impact, le titre qui est d'actualité. Hein. Impact, ce soldat des forces armées, Virgile Solal, je crois que c'est ça. Hein, voilà, ce soldat on ne peut rien lui reprocher, sauf qu'un jour, il perd sa petite fille à la naissance à cause de la pollution. Et là, il n'a qu'une envie, c'est il en voulait la mort à tous ces pollueurs. Ce personnage était venu comment là à l'esprit? Tout simplement parce que Virgile Solal, c'est un homme de droit, c'est un homme de justice, un peu comme moi je l'ai été pendant 18 ans en étant flic, et c'est un homme qui voit que face à l'agissement anti-écologique le plus efficace du monde, parce qu'on parle quand même de 20 millions de morts par an pour le réchauffement climatique, la pollution et la montée des eaux, donc on parle de 20 millions de morts par an. 20 millions de morts par an, c'est l'équivalent des pertes civiles et militaires de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un peu comme si tous les ans, on avait les pertes humaines d'une Première Guerre mondiale, mais que tout le monde s'en foutait. Et quand on voit quand Virgile Solal voit son anti-héros, que ni les gouvernements ni la justice ne font rien, quand l'un est en sommeil et l'autre est en déni absolu, eh bien il décide de reprendre quelque chose, un droit fondamental, un droit inaliénable qui est celui de la défense. On a quelques droits inaliénables comme ça, le droit de s'exprimer, le droit de se déplacer, le droit d'avoir une religion, une orientation sexuelle, et celle aussi d'être défendue. Malheureusement, on ne peut pas appliquer notre défense, chacun ne peut pas appliquer sa propre défense, parce qu'on a tous des physiques différents, des forces différentes, et donc la peine, la réponse est inégale. Donc c'est pour ça qu'on a laissé ce droit inaliénable, celui d'être défendu, à une institution, la justice, qui est en charge de rendre la même peine pour tout le monde. Et c'est ainsi que la justice devient équitable. Mais là, face justement à ces 1 million de morts par an, et voyons que personne ne nous défend, et que c'est même pire, on appuie sur l'accélérateur de la consommation des énergies fossiles, eh bien, ce Virgile Solal va décider de reprendre ce droit qui est inaliénable, le droit de se défendre. Et à partir de là, il va kidnapper les patrons des entreprises les plus polluantes en leur demandant de changer de politique climatique. Et ça va vraiment pas bien se passer. Quelles ont été les réactions au niveau des BD Autosphère, parce que quand même tu attaques un petit peu à travers ce roman policier, mais voilà, sur l'écologie,
des gens un peu haut placés, parce qu'il y a beaucoup de décideurs en fin de compte là-dedans. Hein. Nous, c'est sûr on est consommateurs, on s'est senti concernés quand on l'a lu, évidemment. Hein. On a peur de laisser aux générations futures une planète en très très mauvais état. Mais quelles ont été les réactions? Est-ce que tu as eu des réactions, des retours par rapport à ça? Alors je sais qu'il a été lu par quelques-uns de ses grands patrons et par quelques-unes des personnes du gouvernement, mais le fait est que vous savez, quand quelqu'un dit quelque chose et que cette information, moi par exemple, je vends, imaginons que je vends à peu près, disons que je vends 10 000 livres quand j'en sors un, disons. Et bien en fait cette information elle va aller vers 10 000 personnes. Mais si le patron de Total s'énerve et me colle un procès, alors là c'est toute la France qui va être au courant. Donc en fait c'est pas vraiment dans son intérêt. L'intérêt c'est de se dire avec un peu de chance, voilà, personne ne verra trop ce bouquin et je m'en sortirai. Et de toute façon, bon évidemment qu'ils s'en sortent, ils s'en sortent toujours. Là ces temps-ci, ils viennent de signer un grand projet gazier vers le Mozambique. Et ce projet gazier va créer l'équivalent en CO2, en carbone, de 7 fois la consommation annuelle de la France. Donc voilà, c'est pas mon bouquin en tout cas qui les a freinés dans la consommation d'énergie fossile. J'imagine, même si on essaie de trouver des variantes avec le solaire, avec l'électrique, mais voilà, chaque énergie a quand même des côtés très négatifs pour notre planète. Évidemment, non, c'est un problème assez insolvable, mais je prétends pas apporter des solutions, mais en tout cas, voilà, prendre conscience déjà du problème, c'est déjà un grand trajet. Alors moi, je vais te poser une question un peu à part, parce que je vais le montrer. Alors, je prends le micro. Moi, j'ai une petite fille de 9 ans. Oui, si vous voulez montrer. Et j'ai découvert la collection Une histoire et au lit. Et puis, tout à coup, on voit arriver Olivier Norek qui nous fait le lapin shérif. Alors, raconte-nous cette expérience. En fait, je suis allé faire une émission dans le nord de la France qui s'appelle Vous êtes formidable, c'était sur France 3. Et on nous demandait à chaque fois de venir avec un souvenir. Et moi, je suis venu avec une étoile de shérif et j'ai raconté cette histoire à la journaliste. Du fait qu'un jour, c'était à la veille de Mardi Gras et j'avais oublié de dire à ma mère qu'il fallait un déguisement. Et ma mère s'était dépêchée de me faire un déguisement de lapin. Sauf que ce lapin était un peu ridicule avec des oreilles trop grandes et puis en plus avec une très longue queue, ce que n'ont pas les lapins. J'étais tellement malheureux, j'étais tellement sûr que tout le monde allait se moquer de moi à l'école que je refusais de sortir de ma chambre. Alors mon père est allé dans les cartons, allé chercher, il a trouvé une vieille étoile de shérif qui était normalement sur un habit de déguisement de cow-boy. Il est venu avec cette étoile de shérif, il l'a posée sur mon torse, il m'a dit mais t'es pas un lapin, t'es le lapin shérif, t'es le roi des lapins, t'es le roi des shérifs. Et j'étais tellement sûr de moi, tellement fier de moi, tellement certain d'être le roi des lapins et le roi des shérifs que je suis sorti de là avec mon déguisement, avec mes grandes oreilles et ma longue queue. Et j'étais tellement confiant qu'en fait j'ai pas laissé la possibilité aux autres de se moquer de moi, parce que si on fait de la lumière, on attire les papillons, si on s'aime, on provoque le fait que les autres nous aiment, si on se fait confiance et qu'on se respecte, on provoque le fait que les autres nous font confiance et nous respectent. Et voilà, et tout ça n'avait rien à voir évidemment avec le déguisement du lapin shérif, tout était à l'intérieur de moi, et c'est ça que je voulais raconter dans cette petite histoire, c'est ça que j'ai raconté dans cette journaliste. C'est en tous les cas une très belle histoire, oui. Et je sors des studios, et en sortant des studios, je suis appelé par mon éditeur qui me dit je viens d'écouter l'histoire du lapin shérif, il faut absolument qu'on en fasse une BD. Et voilà comment est arrivé une petite parenthèse de ma vie d'enfant qui maintenant est une BD et qui maintenant est lue par d'autres enfants. Et ça c'est une de mes grandes fiertés d'avoir un moment de ma vie comme ça, croqué, dessiné et offert aux gosses. Je trouve ça... C'est très, très sympa d'avoir cette anecdote en tous les cas, parce que c'est un livre qu'on peut lire aux enfants, pour les enfants qui n'ont pas encore appris la lecture, mais c'est aussi un livre que les enfants peuvent lire eux-mêmes. En tous les cas, c'est la collection Une histoire et au lit. C'est le lapin shérif d'Olivier Norek. Ça, c'est ton actualité. Oui, avec les dessins de Marcel Pixel, qui est un dessinateur phénoménal. Voilà, ça, c'est ton actualité. Tu vas peut-être nous dire un petit mot, parce qu'on attend aussi de savoir qu'est-ce que nous réserve Olivier Norek sur l'année 2021. Alors, sur 2021, pour l'instant, il n'y aura pas de roman, parce que le prochain roman, j'y fais très attention. Et je veux vraiment que l'enquête que je réserve au Capitaine Coste soit une vraie bonne enquête. Par contre, il y aura pas mal d'autres choses. Il va y avoir donc la BD Entre deux mondes. Et puis pour la fin de l'année, il va y avoir le début d'une série qui s'appelle Les Invisibles, que j'ai créé. Et il va y avoir un téléfilm que j'ai créé, écrit, qui s'appelle L'année qui n'existe pas. Et les deux seront diffusés sur France 2 après l'été, vers septembre-octobre. D'accord, du cinéma, donc très bien, on est ravis d'entendre. Oui, un peu de téloche,
Un peu de téloche, non, mais c'est bien, c'est sympa. Ouais, c'est une partie que tu avais envie de découvrir, peut-être aussi, non? Oui, parce que je suis un garçon qui se lasse assez vite et j'ai vraiment besoin à chaque fois d'avoir de nouveaux projets. Donc très rapidement, je suis passé de l'écriture de romans à l'écriture de scénarios. Et puis maintenant, je réfléchis à savoir si il est pas temps aussi d'écrire autre chose que des romans policiers. Parce que je sais pas si j'en suis capable, mais en tout cas, j'en ai envie. D'accord, ça c'est super en tous les cas de cette actualité. J'ai à côté de moi monsieur Louis Mercadier qui est un romancier aveyronnais des éditions de Boré. Louis, peut-être un petit mot à Olivier, une question? Oui, bonjour Olivier, c'est surtout pour parler au capitaine, hein, le nouveau capitaine, parce que dans Territoire, je voulais savoir, dans cet ouvrage Territoire, quelle est la part la plus importante entre réalité, c'est-à-dire votre métier, et puis la fiction? Alors malheureusement, dans Code 93, Territoire et Surtension, je n'ai rien inventé. 95% de ce que vous disiez est la pure vérité. Le 5% restant, c'est uniquement pour les relations entre les policiers et puis la petite histoire d'amour pour le capitaine Cox. Mais sinon, j'ai fait un travail journalistique. C'est-à-dire que toutes les informations, tous les argumentaires et tous les chiffres que vous avez dans ces 3 livres sont des chiffres qui sont tirés de la réalité. Et autour de ça, j'ai construit une enquête de police avec quelques cadavres à gauche à droite. Et sinon, dans la manière dont les villes délinquantes sont tenues par une politique en totale collusion avec eux, c'est malheureusement du 100% vrai. Et même j'ai dû même un peu baisser les curseurs de peur de ne pas être cru. Donc je sais que c'est un peu offensant, c'est un peu blessant de dire ça et de se dire que c'est comme ça que certaines villes délinquantes sont tenues, et c'est malheureusement la stricte vérité. Eh bien, merci. Merci. Alors, est-ce qu'à la régie, on a une question peut-être, une remontée? Non, on va pouvoir du coup... moi j'en ai une qui me brûle la langue depuis qu'on a démarré cet appel, c'est Olivier, c'est quand qu'on fait un truc à l'ESSAC, un soir, là, une conférence où on pourra discuter encore plus longuement, parce que je vois que ça y est, David Fuenquinos, il est prêt aussi, il nous attend. Mais sinon, si vous voulez faisons-nous vacciner, disons au revoir au Covid, et puis reprenons les bonnes habitudes des dédicaces et des restaurants. Moi, je demande que ça. Ouais, voilà, nous on sera ravis en tous les cas de faire une version style Laurent Gounel avec des gens qui seront là pour écouter tout ce qu'Olivier Honorec a leur raconté, et toutes ces histoires de ses livres, pourquoi, comment. En tous les cas, Olivier, c'est mille merci d'avoir été disponible ce soir. C'est vraiment une belle... C'est la moindre des choses. Vous embrassez David de ma part? Bien sûr, il est là, je ne sais pas s'il nous entend, à la régie, peut-être pas encore, mais on l'a à l'image en tous les cas. Merci Olivier, merci mille fois d'avoir été disponible pour notre direct ce soir. Merci et à très bientôt à l'ESSAC. Au revoir. Voilà, ça c'était quand même une belle surprise d'avoir Olivier Honorec comme ça avec nous en direct. Moi je suis toujours ravi de pouvoir discuter avec les auteurs. Vous savez bien que d'habitude j'aurais proposé ça dans une salle avec tout le monde autour de livres et autour d'une dédicace et d'une rencontre. On me fait signe qu'on est en train de préparer la connexion avec monsieur David Fuenquinos. Alors là c'est vraiment la soirée qui va se clôturer ensuite tranquillement, mais ne nous quittez pas après, mais on a encore quelques informations à vous donner. Mais on a la chance d'avoir ce soir, alors j'espère qu'il m'entend, Oui, je vous entends très bien. Bonsoir David. Bonsoir. Alors je l'avais dit quand on avait lancé ce prix des Phalanges 2021, qu'on ferait tout pour avoir le vainqueur le soir en direct, parce que ces conditions sanitaires nous permettent de faire que ça en ce moment. Mais c'est déjà énorme. Moi je suis ravi en tous les cas de vous annoncer, monsieur David Fuenquinos, que vous êtes le lauréat du prix des Phalanges 2021 avec la famille Martin. Voilà. Wow, bah écoutez, franchement, merci beaucoup. Surtout en ce moment où on n'a pas beaucoup de réjouissance et tout est un peu compliqué. Voilà, sentir un retour de la part des lecteurs, de votre bienveillance, ça me va vraiment droit au cœur. Et ça égaye mon samedi soir seul chez moi. Et vraiment, je vous remercie de tout cœur. C'est vrai qu'un prix littéraire, ça fait vraiment toujours plaisir à un auteur. Ouais, c'est nous qui vous remercions parce que voilà, c'était dans mes lectures de 2020, ce livre, quand il est arrivé dans mes cartons, j'ai eu envie de le découvrir parce qu'on est énormément sollicité aussi, évidemment. Il y a beaucoup de parutions tout au long de l'année. On a un métier assez prenant qui fait que
on ne peut pas dévorer des livres comme on le souhaiterait. En tous les cas, moi j'en suis ressorti de cette lecture, elle m'a fait du bien. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Je suis persuadé que pratiquement toutes les personnes qui sont derrière leurs écrans vous connaissent, mais on va dire un petit mot. David Fuenquinos, eh bien, à l'âge de 15-16 ans, vous êtes tombé malade, 2 mois d'hospitalisation, beaucoup de lectures à ce moment-là. Ensuite, c'est la Sorbonne, une forte passion pour la musique, donc vous devenez prof de guitare. Vous souhaitez monter un groupe, si j'ai bien lu tout ce qui est biographique de votre part, un groupe, mais bon, voilà, il n'y a pas d'écho derrière, et puis ça ne se fait pas. Et c'est là que votre carrière d'auteur démarre. Vous pouvez peut-être compléter mes dires. Oui, c'est ça. À vrai dire, là où vous avez raison dans mon parcours, c'est que j'étais gravement malade à l'âge de 16 ans. Je n'étais pas issu d'un milieu littéraire, et c'est vrai que cette grave maladie en 1991 fait que je me suis mis à lire beaucoup, à écrire, à avoir un rapport d'une manière générale à la beauté ou à la sensibilité. Hein. Tous les gens qui ont gravement été malades connaissent ça. Et c'est vrai que l'écriture est devenue ma passion. Je pensais pas du tout un jour être publié. Je pensais encore moins un jour pouvoir en vivre. Ça s'est passé à partir de mon 8e roman avec La Délicatesse. Oui, on va en parler tout à l'heure, mais ça fait partie des références. Et je pensais encore moins un jour avoir ce prix des Palanges. Voilà. Donc voilà, c'est une biographie qui se termine ce soir. On n'a pas eu le temps de vous expliquer les Palanges parce qu'effectivement hier soir on a fait un essai dès qu'on a su qui était le vainqueur de ce prix littéraire. On a fait un essai ensemble pour voir si techniquement on pouvait proposer cela ce soir. Les Palanges, en 2 mots, David, c'est la grande forêt qui borde notre village et notre territoire ici d'Écosse à l'Aubrac. Voilà, c'est une très belle forêt qui nous permet d'avoir un tableau différent tous les matins, quand il fait beau, quand il pleut, quand il neige. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité l'appeler avec ces périodes de confinement. On a pris énormément de plaisir à pouvoir aller y faire des promenades, des balades. Et c'est pour ça qu'on appelle cela le prix des Palanges. Écoutez, ça me fait rêver une forêt. Hein. J'ai hâte de la découvrir un jour. On en parlera à la fin parce que j'ai la fameuse question qui me brûle la langue dès que j'ai un auteur à côté de moi, mais je la réserve pour la fin, David. Et vous en parliez tout à l'heure, en 2009, la Délicatesse, 1 million d'exemplaires vendus. Un film qui sort au cinéma avec Audrey Tautou. On est primé d'ailleurs pour les Oscars. Parlez-nous de c'est le boom là. Oui, à vrai dire, c'est totalement inattendu parce que moi j'écrivais, c'était ma passion, j'étais très très heureux, voilà, je faisais plein de petits métiers à côté. Et c'est vrai que 8e roman, subitement les lecteurs se sont emparés de ce livre et ça a été assez magique. C'est d'ailleurs assez difficilement compréhensible pourquoi ce livre a eu un tel écho à l'époque. Ça m'a surtout donné une très très grande liberté de pouvoir vivre de ce que j'aimais, de pouvoir me dégager de certaines contraintes et peut-être après aussi d'écrire un livre plus personnel comme Charlotte, qui a marqué aussi un 2e tournant très important dans ma vie littéraire. C'est les 2 ouvrages que moi j'ai retenus ce soir et avec lesquels j'avais envie de parler avec vous, parce que Charlotte, c'est un succès incroyable aussi, c'est le prix Renaudot, c'est le prix Goncourt des lycéens, donc pareil, ça a été une exposition incroyable. Oui, surtout c'est une histoire très très émouvante parce que moi j'étais très admiratif, passionné par cette artiste complètement oubliée, Charlotte Salomon, et c'est vrai que j'avais pour espoir en écrivant ce livre de mettre un peu la lumière sur elle. Pour moi, elle était un exemple de courage, quelqu'un qui, au cœur de l'adversité, va chercher au plus profond d'elle-même la beauté pour pouvoir créer une œuvre sublime. Et c'est vrai que l'accueil du livre a été au-delà de tous mes espoirs, avec le prix Renaudot, le Goncourt des lycéens. Surtout, ça me touche particulièrement que ce livre soit beaucoup étudié maintenant à l'école, au-delà de mon livre, parce que c'est ce que je disais, cette femme est un modèle de courage et de l'idée que quand on est en souffrance, on peut aller chercher ce qu'il y a de plus beau au plus profond de nous-mêmes. Et c'est vrai que ça a été le moment le plus fort de ma vie littéraire. Donc, c'est vrai qu'il y a eu La Délicatesse, il y a eu Charlotte. Oui. J'ai eu aussi de beaux moments avec Le Mystère en réplique, qui a été adapté après avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin au cinéma. On va parler de cette, voilà quelques moments de cette vie littéraire. On va parler de cette relation aussi avec le cinéma, parce que David Fuenquinos, c'est la passion pour la musique, pour l'écriture, mais aussi pour le cinéma. Bon, c'est de famille, je crois. Hein. On travaille avec mon frère, on est un duo de réalisateurs. Alors, c'est pas de famille avant, parce qu'on n'est pas du tout issus d'un milieu culturel, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on s'y retrouvés, mon frère et moi. Notre premier film, c'était l'adaptation justement de La Délicatesse,
avec Audrey Tautou et François Damiens. Ça a été assez magique de pouvoir faire ce premier film avec Audrey Tautou et François Damiens. On a fait un deuxième film qui s'appelle Jalouse avec Karine Viard. Et là, on vient de terminer notre prochain film qui va sortir fin août. C'est un film qui s'appelle Les Fantasmes et c'est sur les fantasmes sexuels. Donc c'est une comédie, voilà, sur plein d'histoires de fantasmes un peu farfelus. On y retrouvera notamment Carole Bouquet, Monica Bellucci, Karine Viard, Jean-Paul Rouve, Nicolas Bedos, Ramsey, enfin voilà, plein d'acteurs. Voilà, c'est une comédie qu'on a réussi à tourner, miracle, au mois de septembre, pile entre deux vagues. Et voilà, j'espère que les spectateurs pourront, au-delà de on a bien noté, en tous les cas, on en a pris note et on sera attentif à sa sortie, ça c'est certain. Votre inspiration en termes d'auteur, elle vous vient d'où? En général, je suis plutôt un écrivain de fiction. J'adore inventer des histoires, raconter des histoires. Alors, pas pour Charlotte Salomon, effectivement. Mon livre Charlotte s'inspire d'une histoire réelle, puisque c'est la vraie biographie de cette peintre. Mais d'une manière générale, je suis plutôt un romancier attiré par la fiction. Il n'y a pas forcément d'idée de départ. J'aime plutôt inventer. Alors, c'est vrai que mon dernier roman, celui qui a cette chance d'être primé par vous, est un petit peu différent puisque je raconte vraiment la source d'inspiration de ce livre, qui est l'idée de descendre dans la rue et de prendre pour sujet la première personne que je rencontre. Oui, c'est la transition, et vous me faites la transition, puisqu'effectivement, la famille Martin, c'est le prix des Palanges. Tout le monde... donc, j'ai voulu mettre un petit peu le principe du prix des maisons de la presse, auquel j'ai participé en 2019, et à nouveau dans le jury cette année. On doit, logiquement, c'est oralement, donner des commentaires et dire pourquoi on a aimé ce livre plus que l'autre. Et donc j'avais demandé des commentaires à chaque retour de mes lecteurs, et j'ai pris le temps d'en regarder quelques-uns. Et la question, on me dit, c'est David Fuenquinos là, qui est devant la page blanche et qui sait plus quoi écrire et il descend dans la rue. C'est vous? Alors, j'avoue que c'est vraiment, quand le livre est sorti en octobre dernier, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? D'ailleurs, c'est excitant pour un écrivain, et d'ailleurs, c'est aussi, pour moi, c'était ce livre-là, après deux livres plutôt sombres, Vers la beauté et Deux sœurs, c'était vraiment le retour à un espace ludique. Et pour moi, c'est un amusement sur la création littéraire, c'est un amusement sur la création d'un roman, c'est un amusement aussi avec le lecteur qui se pose la question de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire que je me suis amusé à descendre comme ça dans la rue, j'ai rencontré une femme que j'avais déjà croisée dans mon quartier, Madeleine, et puis de fil en aiguille, elle m'a présenté sa fille, et voilà comment je suis rentré dans cette histoire de la famille Martin. Après, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de fiction aussi, où c'est un mélange de beaucoup de choses, de beaucoup de témoignages que j'ai récoltés aussi. Souvent, quand les gens viennent nous voir et nous disent « Ah, vous devriez raconter ma vie ». Alors, je prends des notes et voilà, ça donne un mélange d'histoires qu'on retrouve dans la famille Martin. Ouais, c'est ça, on a un petit peu l'impression de les connaître, ces personnages. Mais cette mamie qui a sa fille qui vient tous les jours, mais qui, effectivement, son coup de cœur et son amoureux, c'était quand elle était jeune et elle le regrette encore à son âge. Cette maman qui, elle, a des problèmes dans son couple, ce mari qui a des problèmes dans son travail. Alors les adolescents, on a l'impression de les avoir croisés tous, parce que là, c'est vraiment l'adolescent typique que l'on peut connaître chacun, mais c'est vrai que tous ces personnages, on a l'impression de les connaître. Oui, c'est vrai que ce roman me permettait d'aborder des vies, des moments de vie. Moi, ça m'intéresse toujours dans des moments difficiles, des moments de bascule, des moments où on a des choix à faire. Et donc, c'est vrai que les thèmes que j'aborde, qui sont le vieillissement, j'avais déjà abordé ça dans mon roman Les Souvenirs, qui avait été adapté au cinéma avec Annie Cordy. La difficulté du couple, même si c'est extrêmement classique, finalement, l'usure du couple, ça n'en demeure pas moins difficile à gérer et à affronter quand on est ensemble depuis 20, 25 ans, on a des enfants, le rapport au désir, le rapport à l'émerveillement, c'est un petit peu compliqué. Les difficultés professionnelles aussi, traversées par Patrick, et puis l'enfance, enfin l'adolescence, qui est un âge où on est traversé par l'incertitude de ce qu'on va devenir. Donc c'est vrai que tous ces personnages traversent des moments de vie qu'on connaît tous, et l'écrivain qui va se retrouver au cœur de cette famille va essayer à la fois de les aider et parfois
va se retrouver un peu, embricadé dans leurs histoires. Donc ça va rendre un petit peu compliqué. De toute façon, si vous avez un écrivain près de chez vous, ne l'invitez pas chez vous. Hein. C'est la chose à ne pas faire. Bon, ben, en tous les cas, ça a été un très très bon moment de lecture pour nous ici à la Maison de la Presse et pour mes lecteurs. Vraiment, félicitations pour cet ouvrage, La famille Martin. On a parlé un petit peu de l'actualité cinéma. Quelle est l'actualité littéraire pour David Fuenquinos? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous réserve? Alors c'est marrant parce que j'ai fini mon prochain roman hier. Donc voilà. On va avoir une petite exclusivité peut-être, un petit. Alors par superstition, je préfère pas trop en parler. C'est pas du tout par voilà. Mais en tout cas, déjà vous dire que je vais sortir sûrement un prochain roman en octobre prochain, ça c'est une exclusivité puisque on a décidé ça sûrement hier avec mon éditeur Jean-Marie Laclaftine. Mais voilà, je suis toujours superstitieux parce que je vais retravailler beaucoup pour finir encore. Oui, et je verrai si voilà. Évidemment, c'est énormément de travail. On s'imagine pas nous quand on est tranquille dans notre canapé ou dans notre lit ou dans notre relax, mais il y a beaucoup de recherches, beaucoup de travail qui est effectué pour aboutir à un livre que les gens vont apprécier. Nous, on est ravis en tous les cas dès qu'on voit arriver des nouveautés David Fuenquinos. J'ai à mes côtés un auteur aveyronnais parce qu'on avait décidé sur le prix des Palanges de ne pas mettre de romans aveyronnais et d'auteurs aveyronnais pour ne pas défavoriser les votes. Monsieur Louis Mercadier est là, c'est les éditions de Boré, peut-être que vous connaissez. Voilà, il est à côté de moi. Louis, peut-être une petite question pour David? Oui, peut-être une petite. Bonjour David. Simplement, oui, quel serait comment dirais-je, le roman de littérature classique que vous avez le plus aimé? Ah, c'est une bonne question. Je pense que en littérature classique, je dirais l'éducation sentimentale de Flaubert. Parce que j'étais pas, c'est ce que je disais, issu d'un milieu littéraire. J'ai fait des études de lettres quand j'ai commencé à être passionné par la littérature. J'ai fait un mémoire sur Flaubert. Et c'est vrai que je lis peut-être un petit peu moins maintenant, mais c'est le classique qui m'a le plus marqué. Et sinon, d'une manière un petit peu plus récente, j'aurais pu dire Belle du Seigneur. D'accord. Et vous, quel est le classique? Ah ben, justement, Flaubert m'a vraiment beaucoup plu, notamment avec Bovary, bien sûr. Mais j'en ai d'autres aussi qui m'ont comme Stendhal aussi, que j'ai bien aimé. Et puis Victor Hugo, tout simplement. Voyez. Très bien. Voilà. En tous les cas, voilà, j'avais des questions des auditeurs, mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions, David, parce qu'en fin de compte, on a fait un tour. Mais moi, j'en garde des questions parce que j'ai la fameuse question qui me brûle la langue, c'est à quand David Fuenquinos à l'ESSAC pour signer le prix des Palanges et rencontrer ces lecteurs qui l'ont voté en masse et qui l'apprécient énormément? Alors, je suis vraiment ravi, surtout que je suis vraiment en manque de déplacement, d'avoir la chance de rencontrer les lecteurs. En plus, là, avec ce prix, c'est vraiment un double plaisir. À l'automne, si j'ai mon prochain roman et que la situation, on l'espère tous, s'améliorera, je serai vraiment heureux et ravi de venir vous voir voilà, à cette occasion-là. On a eu le plaisir d'avoir Laurent Gounel qui était venu, bon, Olivier Narès est venu en signature, mais Laurent Gounel est venu en soirée rencontre dédicace et on avait une belle salle de 600 personnes. Ça a été un moment extraordinaire. Agnès Le Digue devait être là l'année dernière. Bon, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de la recevoir. Mais voilà, on va être attentif à l'évolution des conditions sanitaires, David. On se tient au courant en tous les cas, mais moi, ça sera avec 1000 plaisir que je vous recevrai à l'ESSAC. Et je suis sûr que ça va être un très grand moment. En tous les cas, dès les semaines à venir, bien le livre, il est là, le livre avec les bandeaux maison de la presse, prix des Palanges. Voilà, alors je ne sais pas si David le voit bien. En tous les cas, voilà. Je vois qu'il y a un bandeau. Il y a les bandeaux, le prix des Palanges 2021. Nous le mettrons au cœur d'une présentation et nous allons mettre en avant tous les ouvrages de Monsieur David Fuenquinos pendant plusieurs mois à l'ESSAC. Et si en plus on a le plaisir de vous recevoir, ça fera partie de notre opération parce que nous, quand on a un auteur, c'est ça. C'est la nouveauté, évidemment, s'il y en a une, c'est extraordinaire. Mais si en plus, on peut faire découvrir l'ensemble des ouvrages, et c'est ce que l'on va faire à la Maison de la Presse, la présentation de David Fuenquinos
avec bien évidemment au milieu la famille Martin, le prix des Palanges 2021. Bah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup et j'ai hâte de venir vous rencontrer tous. David, mille merci d'avoir été en direct avec nous. Je crois que je peux vraiment que m'incliner devant vous et être ravi d'avoir pu avoir cette conversation. Ça a été vraiment un immense plaisir. On fera ça plus longuement dans les mois à venir, je l'espère. En tous les cas, merci d'avoir été disponible pour préparer cela. À très bientôt, prenez soin de vous. Merci à vous de faire vivre la littérature, parce que c'est vrai qu'organiser, c'est beaucoup d'énergie, mais organiser un prix comme ça, faire lire des livres, voilà, c'est important pour les auteurs, pour les lecteurs, pour toute la chaîne du livre. Donc merci beaucoup de faire vivre le livre, et à très vite, en vrai cette fois-ci. Ça marche, David. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Au revoir. Il est sympa, ce David Funkinos. Moi, je trouve que vraiment c'est quelqu'un de très abordable, de très sympathique. Oui. On est ravis de lui avoir remis ce prix. C'est les lecteurs qui ont décidé, c'est les votes qui ont décidé. Ça s'est joué à peu de choses, mais il a le prix des Palanges 2021. On a fait voilà, des surprises, il y en a eu. Je ne sais pas depuis combien de temps on est là, peut-être, je ne sais même pas. Ah oui, quand même, on a fait une belle émission. Je vous avais promis une émission, et on est sur la durée d'une émission. Louis, votre actualité, vous aussi, avant de nous quitter, déjà en préparation de votre prochain roman, peut-être, une actualité à nous dévoiler ? Oui, absolument. Bon, je travaille toujours dans la recherche, mais là, toujours pareil, avec quand même une femme, parce que bien souvent, je travaille dans ce domaine-là, de mettre en avant l'activité des femmes qui ont été plus que remarquables. Et certainement, mon prochain ouvrage concernera une femme durant la résistance, et notamment la résistance dans l'Aveyron. Très bien, Louis, merci beaucoup pour ces informations. On va remercier tout le monde. Merci d'être venu, Louis, en tant que premier parrain du prix des Palanges 2021. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ah, ben c'est très agréable et bon, c'est très bien de rencontrer aussi ces gens, ces auteurs qui laissent des impressions quand même qui sont fabuleuses. En tous les cas, pour moi, ça a été une première expérience de réaliser une véritable émission. On est dans le couvre-feu, on est à la maison, on a envie d'avoir des nouveautés. J'espère qu'on vous a proposé quelque chose de différent, que vous avez passé un très très bon moment. Je vous souhaite à tous, en tous les cas, de passer une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles animations de la Maison de la Presse de l'Essac. Merci et à bientôt.